les travaux de la déviation de Braine et de Courcelles-sur-Vesle ont commencé, en septembre 1992, nous savions par expérience qu'un tel chantier, d'une longueur de 6 km, comprenait des difficultés qu'il fallait prendre en compte dès les études pour respecter le calendrier prévu. Parmi ces difficultés, les remblais situés à proximité de la Vesle laissaient présager des tassements importants d'environ 50 cm à cause de la présence de poches de tourbe dans le sol. Ces remblais ont donc été réalisés par anticipation dès le printemps 93 avec une surcharge de 100 000 m3 destinée à accélérer le processus de consolidation. Nous avions prévu que dès que le pont en construction sur la Vesle permettrait le passage des engins de chantier, ces 100 000 m3 excédentaires serviraient de remblai de l'autre côté de l'ouvrage, sur l'emplacement d'une nécropole gallo-romaine que la déviation allait traverser. Autre difficulté, puisque ce site archéologique, connu depuis la fin du siècle dernier, nécessitait des mesures de sauvetage avant le commencement des travaux à son emplacement. L'équipe de la cellule d'études des travaux neufs prenait donc en considération ce chantier particulier dans le chantier, non seulement au plan financier, mais également pour l'intégrer dans le déroulement des travaux. L'importance de la nécropole, près de 200 sépultures dans l'emprise de la déviation, allait effectivement nécessiter plusieurs mois de fouilles. Une chance pour les archéologues de pouvoir réaliser un chantier intéressant, mais avec une échéance fixée à mai 1995, date à laquelle les engins de terrassement devaient traverser le pont sur la Vesle pour recouvrir la zone de la nécropole. Aujourd'hui, de cette nécropole gallo-romaine, il ne reste plus rien, si ce n'est les relevés et les rapports des archéologues. Nous les avons rencontrés en avril 1995 pour en savoir un peu plus sur leur métier et sur les hommes qui vivaient là, dans la vallée de la Vesle, il y a 2000 ans. Nathalie Soupard, donc vous êtes responsable du chantier de fouilles de la nécropole gallo-romaine de Limay. Ce chantier a commencé en septembre 1994 et touche à sa fin. Pouvez-vous nous dresser aujourd'hui un premier bilan de ces fouilles? Alors les premiers renseignements qu'elle nous donne, c'est qu'il y avait une population qui s'est installée ici dans la région à la fin de l'époque de l'Athènes, ce qu'on appelle l'Athènes finale, et qui aurait continué à vivre ici à Limay jusqu'au 4e, voire même jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Cette population devait probablement travailler sur une grande propriété agricole, dont on connaît, disons, la villa, entre parenthèses, parce qu'on n'est pas encore très sûr si c'est une villa ou bien si ce serait un vicus gallo-romain. Et ce lieu-dit, en fait, s'appelle la villa du Pont d'Ancy. Donc voilà, ça c'est déjà pour la population qui vivait ici. Vu la densité des tombes, on peut dire qu'il y avait environ une centaine de tombes par siècle. Donc ces vestiges semblent pour vous très intéressants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors en fait, ce site a été fouillé au début du siècle par un certain François Moreau. Celui-ci avait procédé par un système de tranchées parallèles et il a donc pillé toutes les tombes d'une manière très systématique. Alors M. Moreau était évidemment plus intéressé par l'objet d'art que par la fouille archéologique en tant que telle. Il a en général pris dans les tombes tout ce qui l'intéressait, ensuite il a rejeté le squelette dans la fosse. Et il ne s'est également pas tellement intéressé aux tombes à incinération qui se situaient au-dessus de nos tombes à inhumation. Donc pour nous c'est intéressant parce que nous avons le matériel que M. Moreau a retrouvé donc, au début, à la fin du XVIIIe siècle. Et on a, disons, ses commentaires sur la description des tombes qu'il a fouillées. Mais nous n'avons pas de plan précis de ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'on espère peut-être arriver à resituer ses tranchées à lui sur nos fouilles à nous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle méthode vous utilisez pour effectuer ces fouilles? Alors on a d'abord procédé par un grand décapage qui a été fait avec une pelle mécanique à godet lisse, de manière à ce que le terrain soit entièrement plat. Ensuite, on a pu repérer, après ce premier décapage, toute une série d'incinérations, environ une quinzaine à peu près. On les a fouillées, elles ont été relevées, elles ont été dessinées.
Et ensuite, nous avons redécapé environ 50 cm du terrain pour arriver à ce qu'on puisse avoir une bonne visibilité de l'emplacement des tombes à inhumation. On peut dire que tous nos plans de chaque tombe est fait au 10e, les coupes sont généralement faites au 20e et tout est repris sur un grand plan au 50e, un plan masse. Tout ça est stocké dans un fichier d'ordinateur qui lui-même redessine en fait chaque dessin qui était fait manuellement et ainsi on pourra les diminuer, enfin les réduire plutôt et en faire des plans pour des publications. Donc vous avez avec vous une équipe assez nombreuse, quel est le rôle de chacun? Alors en fait, pour la fouille, nous avons une équipe qui est constituée de 6 personnes. Donc il y a 3 responsables d'opération, c'est-à-dire qu'il y a avec moi 2 autres personnes qui ont eux aussi dirigé des chantiers avant et qui ont été repris ici comme chargés d'études. Donc ils vont travailler avec moi en fait sur toute l'étude de la nécropole après la fouille. Donc ça c'est la fonction de monsieur Laurent Duvette et de monsieur Jean-François Jakubowski. Ensuite, monsieur Éric Dubois et monsieur Jean-Paul Roussel, eux, ce sont des techniciens, c'est-à-dire qu'ils s'occupent essentiellement de la fouille d'une tombe, relevé, etc., plan, prise de niveau. Donc ils travaillent uniquement sur le terrain. Après la fouille, ils sont pris pour d'autres contrats et ils partent en fait d'ici. Alors nous avons également eu une personne qui a travaillé avec nous pendant 2 mois qui s'appelle Pascal Stocker et qui lui s'est surtout occupé de la prise des niveaux en fait et de toute la réimplantation des tombes sur le plan masse. C'est une sorte de géomètre si vous voulez, c'est notre géomètre à nous. Pour fouiller chaque sépulture, quels instruments utilisez-vous? Alors pour fouiller chaque sépulture, en général on commence par une pelle et une pioche, ça dépend en fait de la profondeur de la sépulture. Certaines sont très profondes, elles font environ entre 1 mètre et 2 mètres de profondeur. Donc on commence à utiliser des instruments assez lourds. Ensuite on passe à l'apparition des premiers clous à la truelle. Et jusqu'au squelette, disons qu'on gratte à la truelle. Et une fois qu'on a trouvé le squelette, on commence à nettoyer avec vraiment des tout petits instruments, comme par exemple des outils de dentiste, des outils chirurgicaux, également des toutes petites cuillères, des cure-dents, ce genre de choses en fait. On n'a pas vraiment d'outils à nous, on est obligé de récupérer un petit peu dans tous les métiers des objets qui nous sont utiles. Aujourd'hui, donc, les fouilles sont terminées. Qu'est-ce que vous allez faire exactement pour en savoir plus? Alors en fait, dans chacune de nos tombes qui ont été fouillées même par M. Moreau en partie, on a découvert énormément de rejets d'incinération. Comme les fouilleurs de l'époque ne s'intéressaient pas du tout aux tombes à incinération, ça je l'ai déjà dit avant, ils ont retourné ces tombes et tous les tessons qui s'y trouvaient ont été mélangés aux terres qui ont servi à reboucher en fait leurs tranchées. Alors nous avons récolté tout ça et ça va faire l'objet d'une étude céramologique assez importante. Car pour le gallo-romain, en fait, ici dans la région, il n'y a quasi pas de référence. Il y a très peu de sites gallo-romains qui ont été fouillés. Juste à Soissons, quand même, je pense qu'il y aura peut-être moyen de faire des comparaisons. Je suis donc ce qu'on appelle une céramologue, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie la céramique. Dans céramologie, on a le mot logos qui veut dire étude. L'objet céramique est donc avant tout un document, une source d'information. Ce qui signifie à la limite que pour moi, un petit fragment de vase comme ça peut me parler bien davantage qu'un vase entier et magnifiquement conservé. Donc la première chose en général que j'ai à faire, c'est celle de dater les structures, en tout cas dater la céramique qui provient des structures en question. Au-delà des questions strictement chronologiques, la céramique nous apporte d'autres informations. Pour ce qui concerne les nécropoles, je m'attache tout particulièrement, évidemment, à essayer de mieux comprendre les pratiques funéraires de l'époque. On a trouvé sur la nécropole de Limay 2 grands types de sépultures qui sont d'une part l'inhumation, c'est-à-dire l'enfouissement du défunt en pleine terre, ou l'incinération. Le défunt est brûlé auparavant sur un bûcher. Suivant les périodes, on a différents types d'incinération.
On retrouve donc l'incinération en urne, ici une urne en verre, c'est-à-dire que le défunt est brûlé sur le bûcher, les ossements lavés et déposés dans cette urne. On a un autre cas de figure, c'est l'incinération en amphore. Le défunt est brûlé sur un bûcher, les ossements déposés dans l'amphore, au préalablement découpés, et le goulot replacé par-dessus. Il y a également une étude de tous les ossements que nous avons retrouvés, une étude anthropologique assez poussée. En général, ces études portent sur l'intérêt de savoir l'âge des défunts, également leur sexe, mais également les maladies qu'ils pouvaient avoir. Donc ça, c'est l'anthropologue qui va s'en occuper. Ou une périostose syphilitique. Voilà. Alors Nathalie Soupard m'a amené, je ne sais plus combien, je crois qu'il y avait une cinquantaine de squelettes et d'incinérations. Alors sur lequel je dois travailler, là je découvre avec vous le premier squelette, que j'ai descendu là, du lieu de stockage. Et je vais un petit peu essayer d'expliquer ce que l'anthropologue peut amener. C'est l'aspect classique de l'anthropologie, c'est ce qu'on appelle la morphologie, l'étude morphologique, qui va commencer par les mesures des différents os, des différentes dimensions, largeur, longueur, hauteur, épaisseur, angle, qui vont à la fin de l'étude anthropologique permettre de donner une sorte d'identité aux individus et à la population qui est étudiée et permettre ensuite des comparaisons. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'aspect morphoscopique, qui est celui de retrouver sur un os, par exemple, ici sur l'os du bassin, sur le coxal, les anomalies qui vont lui permettre de savoir, par exemple, si c'est une femme, si elle a été enceinte, si la forme de l'acétabulum, la forme de certaines parties sort l'individu du reste de la population ou le rapproche d'autres individus. Alors, la troisième chose, c'est à partir de ces données morphoscopiques et morphométriques, c'est de pouvoir donner un sexe à l'individu. Ici, chez cet adulte, en regardant, enfin a priori, en regardant la morphologie, on s'aperçoit que les mastoïdes sont très fortes, que le front est assez fuyant, que l'encelure du nez ici est très marquée, la glabelle est très marquée, l'ensemble est très robuste, l'individu a des fémurs qui sont relativement hauts, la dimension de la tête fémorale assez large, le diamètre assez large, permet de dire que c'est probablement un homme. Alors là, on a plusieurs possibilités, c'est l'observation de l'oblitération des sutures crâniennes. Ici, les sutures crâniennes, ce sont les articulations des os du crâne, qu'on voit ici, et leur oblitération augmente au fur et à mesure que l'individu devient plus âgé, et ici on pourrait dire que cet individu est mort à un âge relativement avancé, mature. Ici sa suture sagittale est pratiquement obturée, les autres sont en voie d'obturation. On va dire que c'est un individu qui est mort à un âge, je pense, autour des 60 ans par exemple. Ce n'est qu'après, quand l'ensemble de la population sera étudié, qu'on pourra, à partir de ces critères d'âge et des méthodes statistiques, obtenir ce qu'on appelle une structure de mortalité de la population et qui permettra de définir, suivant les époques, à l'intérieur du cimetière, si les individus adultes mouraient jeunes, c'est-à-dire s'il y avait vraiment des problèmes de crise, soit alimentaire, soit épidémique, à l'intérieur de la population, soit à un âge relativement avancé, comme la plupart des populations historiques, et de façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire que la plupart des individus mouraient autour de 50 et 70 ans. Et bien voilà. Comme nous l'ont précisé les archéologues, anthropologues et céramologues, plusieurs mois d'études, d'expertise, de recherche
seront nécessaires pour avoir plus de certitude sur les hommes qui vivaient ici il y a presque 2000 ans. Pour nous aussi, hommes de l'équipement, le chantier poursuit son cours et il reste beaucoup à faire pour que la déviation soit mise en service en 1996. Une nouvelle époque pourra alors commencer pour les habitants de Braine et de Courcelles.